Et à propos de piles, permettez-moi de vous raconter une histoire tout à fait authentique dont j'ai été naguère le triste héros. J'insiste sur le fait qu'elle est authentique parce que c'est à peu près son seul intérêt. Hein. Non, je veux dire qu'il s'agit d'une histoire relativement ennuyeuse dont on pourrait à l'extrême rigueur tirer une morale dont l'utilité ne m'apparaît cependant pas évidente. Enfin bon, mon histoire se situe à l'automne dernier. Mais enfin, elle aurait pu se passer à n'importe quelle autre saison, ça n'a vraiment aucune importance. Hein. Ce matin-là, j'étais en train de me raser, quand soudain, là je dis soudain, mais c'est une clause de style destinée à essayer d'éveiller votre intérêt de façon à peine honnête, dans la mesure où c'est en vain qu'on pourra tenter de déceler la moindre trace de soudaineté dans l'action qui va suivre. Quand soudain, je me dis, tiens, j'écouterais bien la radio. C'est intéressant, hein? Or, tenez-vous bien. Tenez-vous mieux, s'il vous plaît, arrêtez de vous... Figurez-vous que les piles de mon poste à transistor étaient mortes. Alors bon, moi, ne faisant ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, ni que dalle, je me rends chez l'épicier dont les chocs jouxtent mon logis. J'ouvre la porte et je dis... Oui, tu la connais? Non, pas exactement. Oui, j'ouvre la porte, et oui, c'est à peu près ça. Hein. Et je dis, bonjour, monsieur l'épicier. L'épicier dit, bonjour, il va bien ce matin, qu'est-ce qu'il lui fallait? Alors il dit qu'il voudrait des piles. L'épicier dit, ah, ben il n'y a plus de piles, il veut pas des belles bananes? Alors il dit que non, il dit qu'il veut pas des belles bananes. Il dit qu'il veut des piles. Ah, ben il n'y a plus de piles. Mais, bon sang, mais c'est bien sûr Jalor. Il me reste le grand magasin d'à côté. Hop, j'y cours. Hop, je me précipite au rayon des accessoires électriques. Je m'empare d'un lot de 4 piles sous film plastique. Et je me rends vers la caisse d'un pas complètement quelconque. Je tends les 4 inséparables éléments de batterie et dis à la caissière subexistante qui trônait là sur un tabouret de style fin René Coty, début Charles de Gaulle. Mademoiselle, il voudrait... Pardon, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Ça nous fait 22 francs. Eh putain, mais c'est un alexandrin, ça. Non, non, mais j'ai pas fait gaffe à ça. Non, non, mais... Ah, mais vous voyez bien qu'elles sont vendues par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Ouais, tu rigoles avec un texte en béton comme ça, on fait une comédie musicale quand on veut, hein. En France, oui. Mais non, mais... Je sais pas, moi... Ah, mais vous voyez bien que... Ah, mais vous voyez bien que c'est vendu par 4, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé, glapit-elle au sortir d'un soupir agacé. Enfin bon, qu'est-ce qu'elle glapit-elle pas au sortir d'un soupir agacé? Ça nous fait 22 francs. Or, figurez-vous que je me targue d'être un consommateur averti et jaloux de ses droits, à telle enseigne qu'avant d'acheter 50 millions de consommateurs ou que choisir, je les fais préalablement peser l'un et l'autre par mon libraire avant de me décider pour celui des deux qui présente à mes yeux le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, avec un regain de nonchalance sadique, destiné à faire sortir la léthargique en blouse de ces gonzes encrassés,
Je dépose sur sa caisse, non pas 22 francs, mais 11 francs, et je réitère ma requête. Mademoiselle, je voudrais 2 piles. Ah, mais vous m'embêtez à la fin. J'ai pas que ça à faire, mentit-elle effrontément. Puisque je vous dis que ces piles elles sont vendues par 4, ça nous y fait 22 francs. Je vous demande pardon, mademoiselle. Je connais mes droits. Aucun règlement en France ne m'oblige à acheter 4 piles quand je n'en veux que 2. Bon, eh ben j'appelle mon chef. Monsieur Raymond! Monsieur Raymond! Hurla-t-elle en ameutant tout le magasin dans un branlement frénétique de sa haineuse clochette à vache. Je jubilais intérieurement. D'autant que les clients alentours, dont certains m'avaient reconnu alors que mon père toujours pas. Les clients faisaient maintenant le cercle autour des lieux de l'incident. Monsieur Raymond, petit chef de tweed à gourmette de cadre, arriva bien vite et dit « Eh bien, que se passe-t-il? Mais c'est Michel Leb, eh bien, que se passe-t-il » Prenant alors à témoin la foule attentive, je récitais fermement la loi qui était de mon côté, en fustigeant l'attitude bornée de la méchante qui ne l'était pas. Monsieur Raymond avait oublié d'être con, sachant que d'une part j'avais parfaitement raison, et que d'autre part les gens sont toujours du côté de Guignol. Il préleva 2 piles du paquet de 4 et me les tendit solennellement en échange de mes 11 francs. Puis il s'en fut, magnifique et serein, comme un petit Salomon de prise unique. Pour ma part, je quittais le magasin sous les ovations délirantes des ménagères. Après avoir généreusement pardonné à la caissière repentante. Rentré chez moi, j'ouvris la petite trappe à l'arrière de mon poste à transistor pour y mettre les 2 piles. Il en fallait 4. Ô vertige infernal, matinal et quotidien, de la penderie béante sur l'alignement militaire des pelures incertaines aux senteurs naphtaline. Je hais les cintres. Le cintre agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est le seul objet qui agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est un loup pour l'homme. Il y a des objets qui agressent l'homme parce que c'est leur raison d'être. Prenez la porte. Non, prenez une porte, c'est un exemple. Partez pas comme ça. Prenez une porte, hein. Bien, il arrive que l'homme prenne la porte dans la gueule, hein. Mais il n'y a pas là la moindre trace de haine de la part de la porte à l'encontre de l'homme. Non, simplement l'homme prend la porte dans la gueule parce qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou bleue, hein. Le cintre, lui, est foncièrement méchant. Personnellement, l'idée d'avoir à l'affronter m'est odieuse. Il arrive cependant que la confrontation homme-cintre soit inévitable. Tout le monde sont juifs. En tout cas, pour ce qui est des médecins, je suis absolument formel. Tous les médecins sont juifs. Enfin, le docteur Petiot, je ne suis pas sûr.
savez pas qui était le docteur Petiot? Elle est bête. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas vraiment une gloire nationale. Hein. Le docteur Petiot, comment vous dire? En un mot, bon, le docteur Petiot, si vous voulez, c'est ce médecin parisien qui a réussi à démontrer en 1944 que les juifs étaient solubles dans l'acide sulfurique. Hein. En gros, hein, je schématise. Eh bien, le docteur Petiot n'était pas juif. Alors que le docteur Schwarzenberg, si. Cela dit, il n'y a aucun rapport entre Petiot et Schwarzenberg. Hein. Non, mais je ne sais même pas pourquoi je fais le rapprochement. Non, je veux dire que Schwarzenberg, lui, il fait pas exprès de tuer les gens. Non. Tiens, voilà, voilà encore un bruit idiot qui court. Quand on vous dit que les juifs sont vecteurs de maladies, c'est pas vrai. Regardez Schwarzenberg. Est-ce qu'il est cancérigène? Non. Comme disait mon copain le Luron, il suffit de pas trop s'approcher. Les juifs ne se marient qu'entre eux, bien sûr. Hein. À ce propos, je relisais récemment un livre d'Harry Cécédoui qui est paru chez Grasset il y a, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, qui s'appelait « Juifs et Français », dans lequel les auteurs demandaient à une grande journaliste de télévision, pleine de talent, très belle en plus, non pas Ockrent, une journaliste, quelqu'un qui écrit des articles, qui fait des reportages. Non, mais j'aime beaucoup Christine Ockrent, mais c'est pas ce qu'on appelle... elle est plutôt, comment dire, elle est plutôt mannequin télé 7 jours que journaliste, si vous voulez. Non, oui. Non, mais c'est bien, c'est un métier, hein. Écoutez, mais c'est vrai, un jour, elle pose avec sa mère, 3 semaines après, avec son grand-père, après ça, elle a posé sur 2 pages avec son bébé. Enfin, c'est incroyable. Je suis sûr qu'elle aurait fait une fausse couche, elle aurait posé à côté du placenta. Hein. Non, là, je vous fais allusion. Harry Cécédoui interviewait une grande journaliste de télévision, française, très belle, je répète, mais dont je tairai l'identité par pure discrétion, vous pouvez le comprendre. Eh bien, les auteurs demandaient à cette jeune femme si elle aurait épousé Yvan Levaille, pour le cas où il n'aurait pas été juif comme elle. Eh bien, voyez-vous, cette jeune femme a répondu que non, qu'elle n'aurait probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Ben, voyez, moi, je comprends très bien cette attitude, qu'on pourrait un petit peu hâtivement taxer de racisme. Oui, moi-même qui suis limousin. J'ai complètement raté mon couple parce que j'ai épousé une non-limousine. Une Vendéenne. Ah ben, je suis désolé, les Vendéens ne sont pas des gens comme nous. D'accord, ils ont des petits doigts, des lobes, des petits lobes et tout ça, mais je sais pas, nos patois ne sont pas les mêmes et nos coutumes divergent. Et divergent, c'est énorme, hein. Voilà une femme, n'est-ce pas, qui mange du poisson le vendredi, alors que moi je mange du bœuf mironton le mardi. Il n'y a pas de compréhension possible. Et puis nous avons notre sensibilité limousine. Nous avons notre humour limousin, qui n'appartient qu'à nous. Nous partageons entre nous une certaine angoisse de la porcelaine, peu perméable au chouan. Il faut avoir souffert à Limoges pour comprendre. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tiens, mon nouvel épicier, monsieur Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e.
Et je l'aime bien, monsieur Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc, qui périclitait. Bah, il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, madame Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Et le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet, au rendez-vous Montmartre 3 de la rue Colincourt, en compagnie de monsieur Leroy, le boucher. Bah oui, les deux hommes s'estimaient mutuellement. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore. Chaque soir, quand monsieur et madame Lefranc finissaient par réintégrer l'épicerie à l'heure de Colaro, ils se dépêchaient de fermer pour pas rater Bouvard. Si bien que les clients éventuels, lassés de poireauter au poireau, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers les grandes surfaces. Femme, dit un soir monsieur Lefranc avec dans le ton une solennité qui ne lui était pas coutumière. Femme, nous sommes prises à la gorge par les gros à la solde de l'étranger. C'est dur à dire, femme, mais nous allons devoir revendre l'épicerie. Madame Lefranc opina du sous-chef, car c'était une femme réservée. Or, l'épicerie, forcément, dans l'état où elle était, personne n'en voulait. Il y a quelque temps de là, alors qu'il glougloutait ses petits blancs en maudissant le Maghreb, Vichy-Saint-Thior et les établissements mammouths, monsieur Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. « Bonjour, monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien monsieur Lefranc ?»« Qu'est-ce qui me veut, ce melon ?» dit monsieur Lefranc, prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. « Je vous demande pardon, dit le petit homme, mais je ne suis pas un melon, je suis épicier. Je m'appelle Rachid Cherkaoui. J'ai entendu dire que vous cédiez votre bail et ça m'intéresse, voilà tout. »« Oh ben merde là !» dit monsieur Lefranc. « Ça me ferait vraiment trop chier de voir un feignant de bico dans mon magasin. Plutôt crevé. Après s'être ainsi brillamment exprimé, monsieur Lefranc se dit qu'il n'aurait sans doute pas 2 fois la chance de rencontrer pareil gogo. Et dès le lendemain matin, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à monsieur Rachid Cherkaoui. Puis il prit le train à Montparnasse pour aller finir ses jours en Morbihan, dans sa villa, Mein-Kampf. En compagnie de madame Lefranc, qui se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant le projet d'aller barater le crémier de la rue du Varec de Quimperlé et de Crêpes. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Plus jamais. Et je dois dire que dans le quartier, nous sommes très contents de notre nouvel épicier. C'est vrai, pour des feignants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander quand ils regardent les jeux de 20 heures. Alors pour nous, évidemment, c'est vachement pratique. Le dimanche soir, par exemple, monsieur Rachid ne ferme jamais le magasin tant que tout le quartier n'est pas rentré de week-end. Non, c'est vrai. Je me rappelle, l'autre dimanche, j'y suis allé, il était plus de 9 h du soir. Je ne sais plus quelle connerie me manque, les bricoles qu'on n'a pas le dimanche soir, une salade, un pain de mie, enfin peu importe. Et ben, en tout cas, je vous assure qu'à 9 h du soir passé, c'était encore ouvert. Et monsieur Rachid était là, dans l'arrière-boutique, en train de jouer au domino avec un autre maghrébin qui lui ressemblait vachement, d'ailleurs. Alors, il me l'a présenté. Il m'a dit, je vous présente mon frère Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil.
Oui, parce que je suis très gentil et je vous emmerde. Alors, j'ai dit, banalité d'usage, bonjour, monsieur Mohamed, vous êtes aussi du quartier? Oui, dit-il, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarck. La boucherie de la rue Lamarck, la boucherie de monsieur Leroy? Non, je m'étonnais tout de même que monsieur Leroy, qui avait la même fierté, le même foie et le même front que monsieur Lefranc, ait consenti lui aussi à céder son fonds de commerce à un individu de type non-gaulois vachement prononcé. Hein. Alors il me dit, oh, mais vous savez, ça s'est pas fait tout seul. Au début, il a commencé par dire qu'il traitait pas avec les melons. Alors je lui ai dit, monsieur Leroy, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Alors là, il a gueulé, il a gueulé. Quoi, ma boucherie, pour en faire un pressing, ils sont pas bien, ces ratons. Alors je lui ai dit, mais là encore, vous vous trompez, monsieur Leroy, je ne suis pas un raton, je viens de vous dire que j'étais blanchisseur. Raton laveur, à la rigueur, si vous y tenez. Et là, il m'a carrément foutu dehors. Et alors, croyez-le ou non, monsieur Pierre, nous avons signé dès le lendemain. C'est marrant, je me rappelle maintenant que ce même dimanche, avant de nous laisser repartir, son frère et moi, monsieur Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit Sancerre de l'année qu'il venait de recevoir. Une merveille. Encore un peu vert, mais bien très fruité. Et je me rappelle que lui-même ne s'en était servi qu'un tout petit fond de verre parce que, comme il dit, il faut que je fasse attention, je suis moitié musulman, moitié diabétique. Mais c'est des conneries, moi je le connais bien, je sais bien qu'il préfère les bordeaux rouges. Faut pas me prendre pour un con. Enfin. Ce matin, pour la première fois depuis 6 mois, le rideau de fer de l'épicerie Cherkaoui est resté baissé. Monsieur Mohamed était là dans tous ses états. Il m'a expliqué que son frère venait de se faire hospitaliser avec 10 points de suture au visage. Il avait été attaqué au couteau, à la nuit tombée, par des inconnus. Alors, monsieur Mohamed et moi sommes allés chez le fleuriste du coin faire l'emplette d'une poignée d'anémones, et puis je l'ai accompagné à l'hôpital. Mais les rues de Paris ne sont plus sûres. C'est très étonnant. C'est très étonnant. En France, il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, et il n'y a pas la fête des enfants. Et pourquoi? Hein? Non, mais pourquoi ne célébrons-nous pas la fête des enfants? Moi, en tout cas, c'est la tendre pensée qui m'est montée au cœur l'autre soir, tandis que j'ouvrais machinalement le tiroir au trésor, où la mère de mes enfants et moi-même engrangeons jalousement, année après année, les charmants cadeaux que les petits anges confectionnent de leurs petites mains potelées sous la tendre férule de la maîtresse d'école. Il y avait là, pêle-mêle, sous mes yeux éblouis d'émotions paternelles, 6 colliers de nouilles, 3 bracelets de haricots, 8 vides-poches en pot de yaourt, harmonieusement enrobées de feutrines mauve et jaune, 5 boîtes à bijoux Caprice des dieux, et 3 magnifiques pieds de lampe de chez Préfontaine. Consignés, certes, mais quand on aime, on compte pas. Pourquoi, me disais-je, pourquoi ne célébrons-nous pas la fête des enfants? Pourquoi nous et pas eux? C'est vrai. Pourquoi les papas et les mamans de France ne paieraient-ils pas à leur tour de leur personne et n'exécuteraient-ils pas de leurs propres mains quelques présents modestes et sans prétention, bien sûr, mais qui s'avéreraient tellement plus précieux au cœur de nos chers petits que ces poupées toutes faites ou ces trains électriques sophistiqués et glacés que notre sécheresse de cœur nous pousse à leur jeter négligemment dans les bras après un baiser furtif.
Ne saurons-nous donc jamais trouver le temps de nous pencher plus affectueusement sur ces fronts graciles, au-dessus de ces grands yeux brûlants, aux cils vibrants d'un amour incapable de s'épanouir au rythme infernal de nos ambitions carriéristes, dont la tyrannie nous condamne à répondre brutalement « ta gueule » à l'enfant qui nous dit « maman, je m'ai fait te violer ». Allons, c'est promis. Je vais vous en donner, moi, mes chéris. Des jolis cadeaux faits à la main. Je vais vous en fabriquer, moi, des schtroumpfs pas chers. Avec 2 boulettes de mie de pain. Et 4 allumettes pour les pattes. Je vais vous en structurer, moi, des vaisseaux spatiaux en cageot de patates. Avec du papier cul pour la combinaison anti-Tchernobyl. Et une punaise retournée pour le siège éjectable. Je vais vous en bidouiller, moi, des vélocross sans selle. Vraiment tape-cul. Avec 2 couvercles de bidon de dioxine pour les roues et un os de gigot pour le guidon. Tiens, je suis pas chien. En prime, je composerai moi-même le petit compliment. Et je vous le réciterai moi-même au dessert. Avec une révérence au début et une révérence à la fin. Bon, certes, je doute de ne jamais pouvoir atteindre dans le sublime les sommets extatiques où votre mère et moi-même fûmes emportés lors de la merveilleuse déclamation octosyllabique de la dernière fête des mères, dont le texte délicatement colorié, façon la gerbe, enveloppe encore le dernier cache-pot William Saurin de la dernière fête des pères. C'était un très beau texte et je ne résiste pas au plaisir de vous en faire profiter. Attendez. Oui. La merveille. Ma vie est un enchantement quand je m'endors, quand je m'éveille ou quand je joue à tout moment. Une fée douce me surveille, elle m'entoure de soins charmants. Cette merveilleux ces moments. Je me rappelle que ma cadette me l'avait récité la veille du grand jour pour faire la surprise à sa maman. Je m'étais d'ailleurs permis une réflexion. Oui. Mais là, je lui avais dit, tu vois, ma fille, c'est pas mal ton truc, mais ce serait plus personnel si tu avais fait un texte toi-même. Tu en serais parfaitement capable et ce serait bien plus touchant pour maman, c'est vrai. Alors elle m'avait dit, oui, papa, tu sais, mais je veux bien, mais je suis pas aussi forte que la maîtresse en poésie. En quoi? En poésie, je suis pas aussi forte que la maîtresse. Alors là, je lui ai dit, tu vois, ma fille, tu te minimises, hein, tu te dévalues, là. Hein. Tu es tout à fait capable. Tu sais que c'est pas très malin. Hein. Tu prends 2 rimes, je sais pas, n'importe lesquelles. Par exemple, Périne et maman, tu vois, in et en. Tu fous n'importe quoi devant et t'as une très jolie poésie. Hein. Veux-tu que je t'en fasse une? Oh oui, mon papa. Bon, d'accord. Attends, je vais t'en faire une. Avec Périne et maman. Tiens, par exemple, je sais pas, moi, mais... oui. Je m'appelle Périne, j'aime ma maman, elle est dans la marine, c'est emmerdant. Oui, mais c'est même pas vrai. Quoi? C'est même pas vrai qu'elle est dans la marine, maman. En effet, ma chérie, maman n'est pas dans la marine. Mais tu sais, c'est ce qu'on appelle une licence politique, on peut... Oui, mais c'est même pas vrai. Bon, je vais t'en faire une autre, Oui. Attends, pouf. Tiens, par exemple...